C'est bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry, épisode donc 142. Aujourd'hui donc j'ai un invité donc spécialiste donc du dropshipping, de l'e-commerce et surtout donc ce dont on va parler beaucoup donc de la box par abonnement. Donc si donc tu recherchais un business donc pour débuter en 2021, pourquoi pas donc l'e-commerce et la box par abonnement, business qui marche très bien, où il ne faut pas donc beaucoup de finances, il faut juste bien savoir faire le sourcing, tout ce que je vais t'expliquer dans cet épisode avec donc mon invité. Je te dis tout, après on va remercier le sponsor. Comment créer vite en ligne simplement? Grâce à Shopify, plus d'1 million d'e-commerçants dans le monde gèrent leur entreprise en ligne. Ils ont tous fait confiance à Shopify pour créer leur boutique. Shopify propose des thèmes gratuits et complets pour lancer ta boutique rapidement. Shopify s'occupe de tout, du marketing et des paiements aux transactions sécurisées et à l'expédition. Tu vas aussi obtenir des conseils étape par étape pour t'aider à lancer et à développer ton entreprise en toute sécurité. Essaye pendant 14 jours sans risque avec le lien suivant, thierry-henry.fr/shopify, thierry-henry.fr/shopify, SHOPIFY. De retour donc après avoir remercié le sponsor, aujourd'hui donc j'ai Anthony Taylor que tu connais si tu suis tous les dropshippers. Si tu ne suis pas, c'est que parce que il est pas très visible, mais il va commencer à l'être puisqu'il sort une formation, donc on va aussi en parler un peu à la fin. Donc il a été formé donc par Sébastien Cerise et Laurent Chéneau il y a 6 ans et il a tout de suite bien fonctionné parce qu'il donc il a quelques galères comme il va le dire, mais très rapidement ça a marché et depuis donc 6 ans il vit du e-commerce et donc de la vie de l'indépendance financière en ligne grâce à ces différents shops. Donc reste bien jusqu'à la fin, écoute bien et n'hésite pas à aller cliquer les liens que je te propose donc dans le résumé pour pouvoir donc soit lire ce qu'il propose ou sinon donc le suivre et se former avec lui. Je te dis à tout de suite avec Anthony Taylor. Salut Anthony, comment tu vas? Salut Thierry, super, merci beaucoup et toi? Oui, très bien, merci. Merci en fait de prendre le temps aujourd'hui pour nous parler. Donc, on va parler d'e-commerce, de dropshipping, là où tu as commencé, et aussi de mentoring, parce que tu es passé par deux grands coachs, on va dire, qui t'ont aidé, hein, parce que souvent les gens veulent tout faire tout seul, donc toi, tu as été humble, et aussi donc de l'évolution vers le e-commerce par abonnement. Donc, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, et on va partir sur les questions e-commerce. Yes, donc écoute, du coup, je m'appelle Anthony Taylor, j'ai actuellement 27 ans. Donc je suis de 93. J'ai débuté le e-commerce il y a maintenant 5-6 ans à peu près. Donc 2015-2016, quelque chose comme ça. Et puis voilà, j'en vis à 300% depuis ces années. Et je me lance que maintenant donc dans l'accompagnement donc de création de marque pour des personnes que ce soit des débutants qui arrivent avec un bon capital ou alors j'ai vraiment tous les profils, hein. J'ai des personnes de 18 à 20 ans jusqu'à 25, 30, j'ai des personnes de 50 ans, etc. Et voilà, en fait on crée des marques ensemble, donc de zéro vers la création d'une marque. Ensuite, là, on va lancer aussi prochainement une formation, donc e-com liberté, qui va permettre tout simplement d'arriver grâce au e-commerce à la liberté financière, géographique et temporelle. Et puis vraiment spécialisé dans la création de marques. Voilà, passer par le dropshipping, mais après spécialisé et plus vers la création de marques tout simplement, quoi. D'accord. Donc là, oui, donc toi, tu as commencé il y a environ 6 ans, c'est ça? Donc assez jeune, hein? Tu avais 20-21 ans. Et donc, tu as commencé par le dropshipping? Oui, ouais, avec Sébastien Cerise. Donc Sébastien Cerise, et tu m'as dit aussi, j'ai oublié le nom de Laurent Chéneau. Laurent Chéneau. Ouais. Faut bien les citer parce qu'ils sont quand même assez présents. Et t'as pas hésité parce qu'il y a plein de gens qui, comme ils entendent que le dropshipping c'est facile, gratuit et autres, ils veulent pas se former. Ils regardent juste les vidéos. Comment toi ça t'a aidé donc de te former et d'investir, parce que souvent les gens en dropshipping c'est gratuit donc ils veulent pas investir. D'abord, combien t'as payé? Parce que c'est une somme, donc tu as investi en toi et tu as cru aussi au coach. Et comment ça t'a aidé pour évoluer? Exact. Donc alors, comme tu dis, très très important de se former. Je me forme encore aujourd'hui en permanence avec des formations. J'ai toutes les formations francophones, etc., anglophones et autres. Vraiment tout le temps, je me forme en permanence. Alors moi, j'ai commencé avec Sébastien Cerise. Donc c'était du dropshipping avec Magic Business. J'avais payé à l'époque, donc c'était 997 €. Mais j'avais pas assez de sous en fait sur mon compte bancaire. Du coup, j'avais pris la facilité en 12 fois. En 12 paiements. Et il s'avère qu'après moi j'ai bien réussi et je gagnais au bout de quelques mois, 2-3 mois ou 3-4 mois, un truc comme ça, j'étais déjà à 30 000 € net sur le mois. Donc, de chiffre d'affaires ou de profit?
net de profit, ouais, de profit sur le mois. Ok, waouh. Et après, Seb, donc Sébastien Cerise, il m'a contacté ou je l'avais contacté, je me souviens plus. On avait bien accroché et quelques mois après, j'avais intégré son équipe. Donc pourquoi j'avais intégré son équipe, c'était tout simplement pour me faire un réseau en fait d'entrepreneurs, parce que moi j'ai personne de ma famille qui est dans ce cercle-là, tout ça. J'ai vraiment personne, j'étais le premier. Et du coup, je voulais développer un peu mon réseau par rapport à ça, ce qui m'a beaucoup aidé. Et du coup, après, j'ai commencé à travailler avec Sébastien Cerise dans son équipe. J'ai toujours continué à payer mon abonnement. Donc, l'abonnement, c'était pas l'abonnement, c'était les prélèvements, etc. de la formation de base. C'était une sorte de crédit, quoi. Tu payais 90 € tous les mois, on va dire 80. Voilà, exactement. Donc, j'avais continué, parce que je me suis dit, au moins, tout le monde est logé à la même enseigne. Hein. Moi, même si je travaillais avec lui, il m'avait dit, oh, mais Anto, t'inquiète, je te le coupe et tout. Du coup, bon. Ça m'avait pas dérangé. Et puis après, j'ai continué avec Sébastien Cerise. Puis j'ai rencontré Laurent Chenot, grâce à Sébastien Cerise, qui a fait que ils avaient lancé la formation en fer entier 1, après en fer entier 2, par rapport au e-commerce toujours. Et ensuite, ma première formation qui était avec eux, donc c'était Cash Guru 1 et Cash Guru 2. Voilà. D'accord. Et donc ces formations, elles sont plus actives actuellement? Plus actives, non. C'est terminé. Ouais. Question assez importante, parce que les gens doivent se poser la question, parce que tu n'avais pas beaucoup de sous, mais tu as quand même pris le risque. Donc, très bien. Pourquoi, en fin de compte, comment tu as pu passer à 30 000 € en quelques mois, surtout en sachant que tu n'avais pas beaucoup de fonds? Donc, je ne sais pas si tu vas me dire combien tu gagnais à l'époque, donc peut-être le SMIC ou aux alentours. Comment tu as fait pour drainer le trafic? Parce que normalement, souvent, ce qu'on conseille, c'est de faire du payant. Est-ce que tu as fait t'as trouvé un trafic propre, du white hat classique qui t'a emmené 10 000 trafics, ou t'as mis un peu de payant? Parce que comment t'as fait avec peu de budget pour arriver à autant? Alors moi c'était que du payant, donc uniquement du payant, et c'était avec Facebook. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il y a 5-6 ans, Facebook c'était vraiment différent. Donc déjà on avait moins de connaissances, mais par contre c'était beaucoup plus facile. On vendait uniquement avec des photos qu'on retouchait super rapidement avec Canva. Je me rappelle, moi, mon premier produit qui a bien fonctionné, c'était des écharpes sur AliExpress. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai grimpé petit à petit. Et je réinvestissais après en permanence dans la pub. Et c'est ça qui a fait qu'au bout de quelques mois, j'ai réussi à générer vraiment beaucoup. J'avais 3 ou 4 sites à peu près. Parce qu'en fait, ce que je voulais, moi, c'était à la base gagner simplement des compléments de revenus. Par rapport à moi j'étais plombier chauffagiste, et ce que je voulais, petit plombier chauffagiste, ce que je voulais c'était monter ma société plombier chauffagiste, et ensuite gagner des compléments de revenus grâce au e-commerce par exemple. Et donc ce que j'ai fait, moi ce que je voulais c'était avoir donc des revenus H24, vraiment tout le temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé 3 ou 4 sites sur les différents principaux fuseaux horaires, ce qui m'a permetté en fait, par exemple, d'avoir un site en Australie, j'avais un site donc en Europe, un site aux États-Unis, etc. Ça me permettait de faire des ventes tout le temps, même quand je dormais et tout. Et c'est la stratégie que j'avais utilisée à l'époque, je me souviens. Et tout ça toujours en solo? Tu avais déjà une équipe pour, par exemple, faire les sites? Est-ce que tu savais déjà, est-ce que la formation, parce que moi je la connais pas, enfin je sais très bien que c'était une formation assez costaud, moi j'ai souvent entendu parler, même qu'après il l'a donnée gratuitement, je crois, 2 ou 3 ans après. Et en fin de compte, elle était assez complète, il y avait vraiment beaucoup de contenu. Est-ce que donc tu avais appris dedans à faire ton propre Shopify, par exemple, si tu passais par eux, ou est-ce que à un moment tu t'es dit, bon je peux pas tout faire parce que il y a Facebook, il y a Shopify, il y a un ensemble d'éléments, l'email marketing. Est-ce que tu as délégué assez rapidement, ou tu as quand même au début beaucoup fait tout seul? Alors au début, j'ai beaucoup fait tout seul. Magic Business, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment la première formation de dropshipping qu'il y a eu en France, c'est la toute première. Et après, tout est parti de là en fin de compte. Et moi, au départ, je faisais tout moi-même parce que c'était important. Je pense encore aujourd'hui que c'est important de tout faire soi-même, c'est-à-dire le support client, de faire les pubs, de faire le site, etc. Après, j'ai tout appris sur le tas. Voilà, et c'est petit à petit, à force de persévérer, etc., que voilà, j'ai réussi à faire des sites de plus en plus rapides, de plus en plus professionnels. Et après, je savais exactement, quasiment ce qui fonctionnait, et ce qui m'a permis après de déléguer, dans un premier temps, le support client. C'est ce qu'il faut déléguer en premier, selon moi. Après, il va y avoir aussi tout ce qui est maintenant les visuels publicitaires. C'est ce qu'il y a de plus important. Pourquoi? Parce que c'est ce que les gens vont voir en premier. Si t'as beau avoir la meilleure structure marketing, le meilleur tunnel de vente, etc., si les personnes elles accrochent pas sur ta première vidéo, ta première image, ta première pub, elles iront pas plus loin. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et après, petit à petit, j'ai commencé à déléguer, à monter mon équipe jusqu'à 5-7 personnes, quoi. Voilà. D'accord. Question par rapport à ce que tu viens de dire.
Parce que donc à l'époque c'était plutôt Facebook, plutôt donc les images. Maintenant il y a beaucoup d'évolutions comme maintenant c'est les carousels et les vidéos et YouTube. Est-ce que tu ferais la même chose ou tu évoluerais plus vers Instagram qui est très à la mode, plus vers Pinterest, plus vers YouTube vidéo? Donc comment, si tu recommences à zéro maintenant, parce que là c'est un peu le but, hein, surtout que tu vas peut-être un peu nous dire indirectement ce qu'il y a dans la formation, comment tu ferais là l'Anthony Taylor de 2021, comment il ferait pour passer en 4-5 mois? Donc là tu vas faire rêver plein de gens à 30 000 euros. Ouais. Alors ce que je ferais aujourd'hui, ce qui est important et ce qu'on peut voir maintenant, notamment avec les blocages Facebook, les différents blocages, tout ça qu'il peut y avoir, ben ce serait de faire déjà du multivecteur de trafic. Parce que déjà j'ai plus une vision long terme que ce que j'avais avant. Avant je voulais juste faire de l'argent. Donc je faisais des sites, je les revendais, je faisais des sites, je les revendais. Ensuite donc j'avais des petits sites comme ça, je les coupais. Enfin voilà, je faisais vraiment, je travaillais beaucoup dans ce sens. Maintenant ce qu'il faut faire, je trouve que c'est la meilleure des choses, c'est de développer tous les vecteurs de trafic et le maximum de vecteurs de trafic. Moi je dis qu'il faut un minimum de 3 à 5 vecteurs de trafic pour avoir un business stable. Et avoir plus de produits, pas dépendre d'un seul produit gagnant entre guillemets, hein, parce qu'un produit, il y a beaucoup de personnes qui disent ouais on cherche des produits gagnants, des produits winners, etc. Un produit winner, c'est nous qui allons le transformer en produit winner grâce à notre marketing. Ça peut-être qu'on y reviendra après, mais ce qu'il faut c'est vraiment faire du multivecteur de trafic, donc avoir du Facebook, avoir du Snapchat, avoir aussi donc du Google Ads, du SEO, du Google Ads aussi avec YouTube Ads, Pinterest, faire des influenceurs, etc. Et voilà, après il faut adapter bien entendu les vecteurs de trafic en fonction de l'audience qu'on souhaite viser, en fonction des produits qu'on souhaite lancer, quoi. Quand tu parles de produits winners, c'est un peu, parce que moi, comme je t'ai dit en off, j'ai débuté sur Amazon, c'est un peu donc des produits, parce que c'est vrai que souvent, techniquement, si on va faire du sourcing, les produits sont identiques partout, donc il faut adapter les produits et vraiment créer quelque chose d'unique, on va dire. C'est un peu ça. Il faut toujours apporter quelque chose en plus de valeur en fait au client. Par exemple, déjà, il y a beaucoup de concurrents. Enfin, il y a beaucoup, non, ça aussi. Mais ce qu'il faut, c'est pas prendre un produit d'AliExpress et le revendre comme ça. Faut pas juste, tu vois, ça marche plus et c'est pas très intéressant. Il faut toujours apporter beaucoup de valeur. C'est-à-dire, par exemple, nous, ce qu'on fait quand on a un produit, on voit un produit physique, ce qu'on va faire déjà, c'est on va augmenter sa valeur ajoutée. Et en augmentant sa valeur ajoutée, on va automatiquement augmenter sa valeur perçue. Et à ce moment-là, on peut donc augmenter les prix. Il y a plein de possibilités comme ça après, mais ça va aussi augmenter la conversion. C'est-à-dire, j'ai un produit, par exemple, j'ai un produit dans le fitness qui va te permettre de faire perdre du poids. Je te donne un exemple. Et ben ensuite, on va faire créer donc une formation ou un e-book, formation vidéo de 30 minutes, 1 heure, ou un e-book avec une routine fitness, etc. Et on va le vendre et le proposer en même temps que ce produit physique. Donc voilà, on essaie toujours en fait d'aller plus loin que la concurrence et de s'améliorer, de s'inspirer bien sûr de la concurrence, de tout ce qui se fait, mais surtout d'améliorer au maximum le produit, le service qu'on veut proposer. Voilà. D'accord. Donc ce que tu fais le plus souvent, donc c'est là tu as parlé de l'e-book, qu'est-ce qui est le plus facile à faire? Parce que moi dans la technique un peu Amazon, c'est plutôt donc comme tu dis de faire un e-book, mais après donc des fois c'est de faire une modification de produit si tu peux. Ouais, ça c'est le mieux. Quel type de modification est le plus simple à faire et à l'opposé, quel est ce qui est le plus compliqué? Peut-être que peut-être il faut plus de temps et plus d'argent pour vraiment avoir une niche unique, on va dire. Ben, ça, ce qui est intéressant, ce que tu as dit pour sur l'amélioration d'un produit, ça c'est des choses qu'on fait plus tard généralement, quand on part par exemple sur une création de marque ou autre. Toi du coup sur Amazon par exemple, en private labeling, et ben ce qui est intéressant là, c'est, admettons, nous, je prends qu'est-ce que je vais prendre comme, admettons, on a un bracelet, je vends un bracelet. Et j'ai beaucoup de retours clients qui font que voilà, par exemple il se casse facilement, etc. Il n'est pas très résistant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer le produit en changeant les matériaux, ce genre de choses. Ce qu'on peut faire aussi, c'est reprendre un produit qui a déjà très bien fonctionné et voir s'il n'y a pas un autre produit qui a simplement un design qui va être différent ou qui va apporter une petite amélioration supplémentaire sur le même produit qui a déjà très bien fonctionné. Et c'est plutôt celui-là qu'on va mettre en avant. Voilà, donc après, il y a plein d'autres possibilités hein, sur les améliorations de produits. Et si on part en production, il y a plein de possibilités. Après, on fait tout ce qu'on veut, quoi. Toi, actuellement, tu fais le sourcing toujours sur Amazon ou tu vas directement sur place en Chine ou dans d'autres pays pour aller voir, comme tu as peut-être un autre niveau, comment tu fais le sourcing et comment tu conseillerais à un jeune de le faire? Parce que est-ce que maintenant, AliExpress, c'est pas surfait? Est-ce qu'il ne faut pas essayer de faire différemment pour trouver des produits différents?
Alors, il y a beaucoup de possibilités de sourcing, même uniquement, pour les débutants, je veux dire, uniquement derrière leur ordinateur, hein, avec donc la recherche sur YouTube, sur différentes plateformes de vente e-commerce, qui vont être par exemple Amazon, etc. Ensuite, sur les réseaux sociaux, sur les sites de téléachat, tu vois, sur les sites tendances, même sur des sites concurrentiels. Il y a même des outils qui existent, comme Seller Pulse, il y a aussi AdSpy qui est connu, etc. pour de la recherche produit. Moi personnellement, AdSpy je l'utilise pas pour de la recherche produit, mais plus pour faire une veille concurrentielle ou des analyses concurrentielles ou des études de marché. Mais sinon après voilà, il y a encore plein de possibilités et ça fonctionne encore aujourd'hui, même derrière, enfin depuis son ordinateur et derrière son ordinateur sans se déplacer. Après, on peut maintenant avoir des sourceurs, des agents dans n'importe quel type de pays ou prendre quelqu'un, embaucher quelqu'un qui va aller sourcer pour nous en physique, etc. Moi, ce que je conseille, c'est si on veut créer une marque, après, c'est se déplacer directement dans l'usine ou envoyer quelqu'un de son équipe ou quelqu'un de confiance qui va permettre de regarder toute la chaîne de production de A à Z et s'il n'y a pas de problème ou autre, quoi. Voilà. Ouais, donc ça, j'aimerais bien que tu en parles un peu plus, parce que moi, c'est ce qu'on m'a conseillé dernièrement, parce que j'ai sourcé en France, parce que ça me saoulait. Je crois que même quand j'ai commencé l'e-commerce il y a quelques temps, pas aussi fort et pas aussi sérieusement que toi, ce qui m'a toujours bloqué, c'est le sourcing. Et je pense que ça bloque beaucoup de gens, parce que monter un shop, c'est pas compliqué, le marketing, c'est pas compliqué, mais le sourcing, c'est là-bas. S'il n'y a pas le produit, tu peux rien faire. Ah ouais, donc, c'est sûr. est-ce que, donc, on va essayer de peut-être pour ceux qui ont eu les problèmes et qui ont toujours, moi j'ai fait un peu de sourcing mais c'est en France donc c'est peut-être plus facile. J'ai même dû négocier des tonnes à la tonne parce que sinon sans unité ça marchait pas. Ouais. Comment tu motiverais les gens de dire voilà, faut pas avoir peur du sourcing et parce que là donc tu l'expliques de façon simplement mais pour toi c'est super simple mais nous on va dire oui mais moi j'ai essayé, j'ai regardé Alibaba, j'ai rien compris, il faut regarder le nombre d'années qu'il a, enfin et même moi j'ai reçu les produits. Et les produits, je sais pas, le sourceur m'a appelé, j'ai dit ah non, j'arrive, je sais pas, j'ai stoppé. C'est pas bon. Ouais. C'est le côté peut-être confiance avec la Chine et l'étranger. Et qu'en France, tu sais que t'as des normes, t'as tout ça, donc t'as moins de soucis. T'es content sur le prix là, il y aura jamais de problème, il faut mieux les prendre en Chine, mais t'as toutes les étapes qui peuvent des fois bloquer. Donc t'as donné une solution, parce que moi c'est ce qu'on m'a dit dernièrement, donc, prends un sourceur sur Upwork là-bas. Est-ce que comment ça marche ça, comment il faut vérifier que t'as la bonne personne, voilà. Après, donc, ce qu'il faut faire par rapport à ça, quand tu souhaites prendre un sourceur, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a déjà des gens de confiance, par exemple en Chine, et on leur demande, admettons, je sais pas, pour des gants, tu sais, les gants chirurgicaux, tout ça, d'aller voir directement l'usine, etc. Mais c'est des personnes de confiance qu'on a. Au départ, quand on n'en a pas encore, qu'on souhaite, par exemple, prendre un sourceur, il y a aussi des sourceurs qui sont spécialisés. Par exemple, tu as des sourceurs spécialisés dans les bijoux, dans, je sais pas, le mobilier, etc. Donc ça, faut faire attention. Et pareil, donc, excuse-moi de te couper, tu les prends sur Upwork, Elance, tu les prends où? Donc il y a Upwork, sur Malte aussi, j'aime bien Malte, c'est malte.fr. Sur ce site, nous on avait trouvé pas mal de personnes intéressantes. Après, donc c'est vraiment sur ces deux logiciels, n'importe quoi, sur ces deux sites. Donc qu'on va prendre, qu'on va sélectionner les sourceurs. Après, c'est de, bien entendu, faire des calls avec eux et voir vraiment s'ils sont bons dans leur domaine, essayer de les tester déjà sur des premiers sourcings, etc. Et après voir si on est satisfait ou pas, quoi. Mais tu les prends sur une courte période ou tu les prends dans ton équipe pour un contrat de 5 heures par semaine ou tu les prends juste pour une mission et ensuite tu les rappelles souvent quand tu refais une mission? Alors des sourceurs comme ça, quand je les prends sur Malte, etc., c'est des personnes que sur du court terme. Je les prends sur quelques mois, jamais dans l'équipe. Par contre, en Chine, ça nous est arrivé d'avoir une personne qu'on payait au mois, par exemple. Attends, comment c'était 2000, on payait à peu près 2000 € par mois. Et la personne, elle nous sourçait, elle allait faire les cantons de fer, elle allait faire les foires, etc., les marchés, tout ça. Et souvent, elle trouvait en fait des produits qui n'étaient même pas encore sur AliExpress ou quoi. Donc ça, 2000 € par mois, c'est une somme quand même. Hein. Et donc, ils sortaient combien de produits par mois? Par mois, à peu près, ça dépendait en fait quand il y avait les foires, etc. Mais c'était à peu près 30 à 50 produits par mois. Ah oui, d'accord, ouais, c'est rentable, d'accord, ok. Ouais, et donc là, il fait tout, il fait juste trouver le contact ou il fait aussi il va jusqu'au bout faire la commande, tester, enfin, qu'est-ce qu'il fait précisément? Nous, non. Alors nous, on prenait uniquement la personne, elle nous faisait le sourcing, ensuite elle nous donnait le contact, elle nous envoyait le produit, les vidéos, etc. Elle nous donnait le contact et après c'était à nous derrière de faire toute la négociation, voilà, de parler derrière. C'était vraiment que de la pure recherche, quoi. C'était que ça. D'accord.
Ok, pas mal. Donc là, si personne, donc pour revenir un peu à ma question de départ, quelqu'un voudrait commencer, en plus de la formation, combien de budget tu le conseilles? Parce que là, on a parlé un peu donc parce qu'ensuite on va parler sur l'e-commerce par abonnement. Oui. Donc tu conseillerais toujours une personne de commencer par le dropshipping ou c'est Ouais, selon son budget, selon son envie? alors selon moi, très bonne question. Alors selon moi, le dropshipping, c'est vraiment un super modèle pour débuter dans le e-commerce, hein. Donc c'est vraiment tip top parce que bah, pas besoin de faire de stock, etc. Donc ça c'est génial. Après pour moi, c'est vraiment un peu le dropshipping, c'est l'école du e-commerce. On passe par le dropshipping, c'est une passerelle vers ensuite de la création de marques, tout ça. Et il faut absolument aujourd'hui créer des marques pour ensuite bah, les revendre, etc. Si on souhaite arrêter le e-commerce par exemple. Mais c'est très 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 important. Et du coup, oui, ce que je conseille, c'est de débuter en dropshipping pour des personnes qui souhaiteraient se lancer avec un budget de minimum entre 1000 et 1500 euros hors budget de formation. Donc 1000 à 1500 euros de départ, et après, donc tous les mois, il faudra qu'ils aient combien? Peut-être 300, 500 à rajouter pour Alors, le trafic ou... voilà, en gros, plus les personnes auront d'argent, plus le capital sera élevé, mieux ça sera, ça c'est sûr, et plus les personnes iront vite, voilà, plus les résultats seront importants, etc. Ensuite, par rapport au budget, après, il y a des personnes avec 1000 ou 1500 euros qui souhaitent scaler rapidement et qui n'ont pas la possibilité de scaler, donc d'augmenter l'échelle de leur business rapidement. Donc le problème, c'est que ben là, ils seront un peu limités, ils devront y aller plus souplement, quoi, tu vois, plus tranquillement. Donc c'est sûr que voilà, 1000-1500 euros, c'est je pense le minimum quoi c'est le minimum pour débuter quoi. Moi, c'est un peu ce que j'ai sorti, un peu plus pour le Amazon, mais bon, c'est parce que c'est mon produit, j'ai déposé la marque, enfin, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Ah oui. Toi, décortique un peu les 1500, c'est quoi? C'est un abonnement Shopify, 1500 environ euros. 300. Ouais, Ouais, donc il va y avoir l'abonnement Shopify au départ, donc 29 euros, je crois que c'est 29 euros le premier, c'est ça, 29 ouais. euros par mois, dollars. Plus Ensuite, 2% du CA, je crois. ouais, c'est à peu près ça. Ensuite, ça dépend par quel aussi payment provider on va passer. C'est Stripe, si on passe par Shopify Payment, donc qui est aussi par Stripe ou alors PayPal, etc. Donc ça, il faut faire attention. Ensuite, parce qu'il y a les frais. Ensuite, ça va être aussi donc le paiement des publicités. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en gros, en dropshipping, on va faire entre 20 et 30% quand on fait de la publicité, hein. Entre 20 et 30% de marge à la fin du mois. Ce qu'il faut se dire après, c'est qu'il y a la publicité à payer. Ça, c'est très très important. Donc, ce qu'il faut avoir, c'est un bon ROAS break-even. Ça, il faut le calculer. C'est très 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 important de bien le calculer. Et en gros, un bon ROAS break-even, ça va être en dessous de 1,50, 1,70. Ça va être un bon ROAS break-even. C'est-à-dire que en dessous de 1,50, automatiquement, on va être, je veux dire, si on a un retour sur investissement sur Facebook en dessous de 1,50, automatiquement on va être perdant. Si on l'a au-dessus, on est gagnant. Donc ça, faut faire très très attention quand on souhaite se lancer sur de la publicité payante. Faut bien préciser parce que moi je connais, et puis maintenant, même si on parle quasiment plus de ROI, on parle de ROAS, c'est tu mets 1 euro, tu en récupères 2,50 ou 3, on va dire. C'est un peu ça. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Et donc ça, faut bien le calculer au départ, c'est très important. Et ensuite, il y a les différents frais produits qu'il va falloir payer. Donc ça aussi, faut le prendre en compte, quoi. D'accord. Ok. Donc maintenant, bon, on a fait du dropshipping, on a commencé à faire un peu de cash. Bon, après, on parle pas des problèmes juridiques en France, hein, donc ça dépend de là où la personne veut créer son business. Surtout qu'on peut le faire de l'étranger, hein, c'est pas gênant. Est-ce que donc toi ensuite, comment t'as évolué vers l'e-commerce, la création de marque et l'e-commerce par abonnement? Alors déjà le e-commerce par abonnement c'est très très intéressant parce que on peut voir arriver les mois qui vont suivre le mois suivant mais de manière très sereine parce que on sait que par exemple je vais avoir le mois prochain 70 000 ou 100 000 euros d'abonnement déjà. Donc ça c'est super intéressant, même 20 000 ou 30 000, voilà, c'est déjà très intéressant. Ensuite pourquoi les business à abonnement? Déjà pour ça, et après parce que c'est un vrai déjà ça se revend très très bien. Ce qu'il faut se dire aussi, moi je fais aussi pas mal d'achats-reventes de sites e-commerce donc un site sur lequel il y a du SEO et un site sur lequel il y a une grosse base email et une grosse base de clients ou un site avec des abonnements, ça se revendra beaucoup mieux, et ça c'est normal, hein, toujours beaucoup mieux que si la personne fait du dropshipping uniquement avec Facebook, Google, etc. Ensuite, ce qu'il faut se dire, c'est quand on crée une marque, après on a un vrai actif, en fait, on va pas travailler par exemple comme ça, travailler des heures et des heures sur uniquement
du dropshipping sans création de marque, sur lequel il n'y a pas une valeur qui est énorme, et derrière pour la revente, ça se vendra très très peu cher. Donc comparément à une marque. Donc c'est déjà pour ça que je souhaite créer des marques, et après c'est gratifiant aussi de créer sa marque de zéro, tout ça c'est vraiment top quoi. Pour ceux qui veulent en savoir plus, ceux qui suivent, n'ont peut-être pas suivi les émissions, j'ai interviewé il y a un an Kevin Jourdan, qui a créé sa plateforme aussi, dotmarket.eu, je crois. Et donc je mettrai le lien pour vraiment, on a fait 1 heure sur comment racheter les sites, comment les revendre, comment améliorer un actif net, parce que ça, ce que tu viens de dire, c'est un peu ce qu'on fait dans les SaaS, ce qu'on appelle le MRR. Quand tu as 100 ou 300 ou 1000 clients qui tous les mois payent la même somme, c'est ce qui rend effectif et intéressant un site à revendre, ou même son site pour le garder. On sait qu'on a déjà du chiffre d'affaires, et puis ensuite tout ce que tu as rajouté, l'email et tous les éléments qui suivent. Bon, il y a d'autres choses, mais voilà, c'est en gros quoi. Ouais, donc parce que en fin de compte, dans tout ce qui est abonnement, comment tu le lies au dropshipping? Est-ce que c'est automatiquement plutôt du pur e-commerce? Tu fais pas donc du e-commerce par abonnement sur du dropshipping? Alors on peut le faire sur du dropshipping. Après ça va être il y a différents types d'abonnements. Ça peut être sur des cosmétiques par exemple, sur des consommables. Ça peut être sur c'est différentes choses. Ensuite ça peut être aussi par système de box par abonnement. C'est-à-dire on a une box, donc c'est une boîte dans laquelle, dans une thématique précise, admettons ça va être dans le running, la course à pied par exemple. Et dans cette boîte on va mettre des compléments alimentaires, des vitamines, on va mettre des chaussettes spéciales running pour pas avoir mal aux pieds, etc. On va mettre plein de produits à l'intérieur de cette box, et on va l'envoyer donc tous les mois à nos clients. Et donc ce qu'il va y avoir, c'est que là on va faire des partenariats donc avec des marques, et après donc on va avoir des super prix, c'est-à-dire des prix de gros, et ensuite souvent, et ça c'est souvent le cas, les personnes elles vont nous offrir les produits, surtout quand on est dans un lancement de box. Donc après on peut en faire ça avec toutes les niches quoi. C'est un peu la mode de ce que faisait, ce que fait toujours Birchbox, je crois, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. C'est un petit peu ça, ouais. D'accord. Mais dans ces niches-là, en général, donc il faut quand même avoir en général 50 à minimum 100 abonnés, c'est ça? 50-100 abonnés, c'est vraiment très peu. On peut avoir dès le premier mois entre 300 et 500 abonnés si on fait bien les choses. Donc c'est plutôt ce qui est intéressant. Et dans ces cas-là, donc après le travail, en fin de compte, on fait un travail donc d'avoir quelques abonnés. Et après, c'est plutôt donc être fort dans le sourcing pour trouver les partenaires et continuer à proposer tous les mois des produits. Est-ce que donc ça, c'est pas compliqué de tous les mois à sourcer, à trouver des nouveaux produits? Non, après on peut mettre quelqu'un sur le sourcing. Généralement, des marques, on va reprendre des mêmes marques. Après, on va donc sourcer uniquement des marques. Et les marques sont, ce qu'il y a, c'est que ça leur plaît en fait d'avoir une visibilité autre. Donc c'est ce qu'ils recherchent souvent pour faire de la publicité. Donc nous, on a une base client et on va donc proposer leur marque. Donc en fait, on va faire découvrir des nouvelles marques, découvrir des marques, etc. Et ce qui fait que les marques déjà sont très intéressées. Après, pour la recherche de marques, ça c'est quelque chose qu'on fait en amont. Donc on va prendre plusieurs marques. On peut aussi le faire avec notre propre marque. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà lancé. C'est comme Emma et Chloé, je crois, c'est un truc une box de bijoux. Eux, ils ont lancé uniquement avec des box par abonnement, et après derrière, ils ont lancé leur marque, etc. Et maintenant, ils ont des boutiques un petit peu partout. Donc, on peut aussi lancer sa propre marque de cette manière, mais après, on peut aussi donc le faire avec des marques partenaires. Voilà. Donc, on peut mettre quelqu'un sur le sourcing, et la personne, elle va, admettons, il faut aussi calculer donc combien est-ce qu'on va mettre le tarif en fait de notre box, combien on va mettre aussi de produits à l'intérieur de notre box. Admettons, si c'est une box qui va coûter au client 39 € par mois, et nous on dit que toutes les box auront une valeur minimum de 60 à 100 €. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer tout ça, et après on va calculer le nombre de produits qu'on va mettre dedans. Nous, les box qu'on a généralement, c'est entre 5 et 10 produits. Donc voilà, et après on va sourcer de cette manière. On va mettre donc les produits et faire découvrir des produits tous les mois, des nouveaux produits tous les mois. Voilà. Donc je vais juste peut-être confirmer ou détailler ce que tu as dit. Donc en fin de compte, l'abonnement c'est entre 30 et 40 €, ça dépend après des box. Donc la valeur en interne, tu me disais donc de la box vaut environ 100 €, c'est ça? Ce qu'il y a dedans? C'est ça, oui.
Voilà, et donc tu trouves après quelques partenaires pour toujours tous les mois mettre 5 à 10 produits, c'est la promesse que tu donnes C'est ça. aux abonnés. Et donc et tu as une personne donc qui va sourcer tout ça, et des fois donc tu gardes la même marque, ça peut juste après juste des produits différents et que ça va tourner un petit peu et tous les jours ils auront leurs produits. Enfin tous les mois plutôt. Exact, ouais. Après ça peut être aussi intéressant de garder la même marque, ouais. Et la marge elle est de combien dedans? Alors la marge généralement, donc ce qui est super intéressant avec ça aussi, c'est avec les business à abonnement ou les clients récurrents, tout ça, même sur du dropshipping ou quoi, c'est que les personnes, après tu fais une acquisition une fois. Et ce qu'il y a, c'est que généralement après, ils vont rester entre 3 mois et 6, 7, 8, 9 mois. Donc la marge en fait, comment dire, elle va être de plus en plus élevée. Tu vois, la LTV en fait, la lifetime value, c'est la valeur d'un client sur le long terme, va être très élevée sur des box à abonnement. Parce que les clients, on va le payer une fois, mais voilà, derrière, il va nous rapporter tout au long de son abonnement. Donc ça, purement la marge sur les produits, généralement, on va faire si on met 10 euros de produit, on va faire 30 euros, mais après, bon, c'est brut parce qu'il faut calculer aussi les frais, les frais de publicité, etc., quoi. Donc c'est quoi? C'est environ 20, 30, 40 euros de marge? 40% de marge? En gros, c'est 40%, ça peut monter jusqu'à 60% quoi, de marge. Surtout que moi j'ai entendu qu'il y a plein de gens qui quand ils le font bien, ils ont, tu l'as un peu dit, hein, mais ils paient pas les produits, ils ont les produits gratuits parce que c'est plutôt de la communication pour le fabricant, le fournisseur, donc il n'y a pas besoin de payer en fin de compte techniquement. C'est juste faire du deal, faire du business et dire voilà, donnez-moi le produit et moi je fais la com, les gens iront le racheter après s'il le faut. Voilà, exactement. Ou alors on a des très 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 bons tarifs, quoi. D'accord. C'est pas mal comme business. Donc, et même ça, en fin de compte, tu peux vraiment créer tout un écosystème et avoir plusieurs box. Tu n'es pas obligé d'avoir qu'une seule box. Ah oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais. On peut en et avoir donc, moi, j'ai vu aussi que certains ont... Est-ce que donc ça, tu le fais en direct, lié à un magasin Shopify, entre parenthèses, ou est-ce que donc la box par abonnement, j'ai vu qu'il y a des structures qui proposent de faire tout le système, parce que là, on n'a pas parlé de la logistique, on a juste parlé du sourcing, mais pour l'envoi de la box et tout ça, est-ce que tu passes par des boîtes, des sociétés qui vont faire tout ce qui est logistique, et t'auras en fait rien à toucher, tu fais juste la négo, ou est-ce que toi tu le fais en interne? Tout à fait, ça c'est super intéressant. Nous ce qu'on fait c'est vraiment tout à distance. On veut créer un réel business, donc tout est automatisé avec des sociétés qui sont spécialisées dans ça. Donc par exemple, nous sur une de nos box, on a des produits on a beaucoup de marques en fait qui sont situées aux États-Unis. Donc ce qu'il faut faire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un 3PL. C'est tout simplement un lieu de stockage, de logistique qui va permettre en fait à toutes ces marques d'envoyer, admettons, tous les produits dans ce 3PL, admettons qui est situé à New York. Et ce qu'il va faire, c'est qu'une fois que toutes les marques sont arrivées, il va envoyer une grosse commande en fait directement à notre logisticien qui est en France. Voilà. Après, si on a les marques qui sont en France, là c'est beaucoup plus simple. Les marques envoient directement au logisticien. Donc voilà, c'est les petits problèmes qu'on pourrait avoir, c'est ça quoi. Et donc tout ça, dans la formation, donc tu parles du dropshipping, mais aussi de la partie abonnement. Oui, on en parle aussi. Ouais. On en parle aussi. Ouais. Donc ça, c'est une tendance qui est quand même assez récente. Est-ce que tu vois ce commerce par abonnement tenir sur le long terme? Comment tu le vois évoluer? Ouais, clairement. Après, de toute façon, ça évoluera. Très certainement, comme le dropshipping, ça a déjà évolué là en 5-6 ans. Les publicités pareil, tout ça. Ça évoluera, c'est certain. Après, je pense pas. Le e-commerce, ça s'écroulera pas. C'est sûr que ça va pas s'écrouler. Après, ce business par abonnement, je le vois pas non plus s'écrouler, quoi. Non. Les gens, excuse-moi de te couper, dès qu'ils ont une passion, ils sont prêts à dépenser beaucoup. Généralement, les niches de passionnés, moi, ce sont mes niches préférées et j'adore avoir des thématiques intemporelles ou sur des niches de passion qui font que les personnes, leur passion va pas s'arrêter demain. Il y aura toujours des nouveaux passionnés et ça leur plaît de découvrir en fait des nouveaux produits chaque mois. Surtout donc pour préparer cette interview, j'ai vu qu'en fin de compte c'est plutôt bien basé parce que c'est pas des box à 100 euros. Hein. En général entre 25 et 40 euros, c'est ce que les gens ont prévu dépenser. C'est un budget qui est pas excessif. C'est même ce qu'on dit quand on va sur par exemple les plateformes d'e-commerce. Dès qu'on est en dessous de 30 euros, les gens réfléchissent pas trop et dès qu'on est au-dessus, là il y a de la réflexion. Si l'abonnement il est toujours au même prix, il y a des cadeaux. Tout le monde a droit à avoir des cadeaux, entre parenthèses, qu'ils ont quand même payé. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Il faut juste, je pense que ça va évoluer comme tous les business.
D'accord. Euh, La formation, mais parlons un peu de la formation, parce que je pense que moi je l'ai dit il y a 2-3 mois sur un épisode, et en plus j'ai repris en fait contre précisément les phrases de Tai Lopez qui disait voilà, il y a 4-5 ans il fallait faire du SMMA et maintenant il y a l'e-commerce déjà était bien avant, mais là il n'y a pas mieux si on n'est pas dans l'e-commerce et qu'on a raté sa vie. Donc qu'est-ce que tu conseillerais aux gens de faire? Qu'est-ce qu'il y a dans le contenu de la formation? Qu'est-ce qu'ils vont avoir? Parce que là on va dire directement on va vendre l'information, on est là pour que les gens développent. Sur le podcast, moi je veux que les gens se développent, que ce soit sur Amazon, que ce soit en dropshipping, que ce soit en podcast. Il faut juste se bouger les fesses et prendre une formation et la suivre du début à la fin. Voilà. Donc dis-nous ce qu'il y a dedans, comment ils vont t'aider, comment ils vont scaler et fais les rêver un petit peu. Yes, donc moi j'ai vraiment créé la formation que je souhaitais avoir à mes débuts. Donc toutes les petites choses où j'avais des problèmes, où j'ai prêché tout ça, j'ai vraiment fait attention à tout ça. J'ai mis beaucoup de temps à la monter. Donc alors qu'est-ce qu'il y a déjà? Donc la première partie ça va être tout simplement la recherche produit. Donc là il y a plus de peut-être 15 moyens de rechercher des produits avec des analyses sur la validation d'un produit, des différents produits, etc. Parce que bon, bien entendu, quand on va rechercher un produit, on fait dans un premier temps une présélection et après une sélection. Donc on va un peu plus pousser l'analyse du produit pour voir si on le valide et si on va pouvoir le tester ou pas. Ensuite, il faut faire attention, là j'explique aussi donc les différentes choses, les différents petits aspects des produits. Il y a des produits donc intemporels, les produits temporels, les produits de niche, les produits grand public, des produits d'appel, les produits complémentaires, les produits high ticket, low ticket. Donc ça, je présente vraiment tout ça dans la partie recherche produit. Ensuite, on parle aussi donc des box par abonnement. Après, on parle aussi de la recherche de fournisseurs produits, donc toute la recherche des fournisseurs. Comment on fait pour chercher un fournisseur dans le monde entier, que ce soit en Chine, mais il n'y a pas que la Chine, c'est important, je le répète souvent, il n'y a pas que la Chine, quoi. Donc ça, c'est important. Ensuite, toute la réflexion marketing, c'est ce qu'il y a quasiment de plus important selon moi. Bon, tout est important, mais ça c'est vraiment très important pour bien vendre un produit. C'est la réflexion marketing, c'est-à-dire comment on va faire en fait pour travailler les axes, les angles marketing, les points importants d'un produit, quel positionnement on va choisir sur notre produit pour bien le vendre. On va rechercher donc les concurrents, on va faire des veilles concurrentielles, donc voir ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mettent en place, qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer en fait le marketing de nos concurrents et après l'adapter à notre marketing. Ensuite, les principales catégories, donc comment trouver un avatar client, s'informer sur la thématique, ça c'est très important. Il faut absolument connaître sa thématique sur le bout des doigts. Donc ça, je vous explique comment on fait. Après, différentes choses par rapport au type d'offre marketing, répondre aux objections des prospects, c'est très important. Bon voilà, après toutes ces choses, il y a une checklist à chaque fois à la fin qui va permettre en fait de voir en gros tous les points par point, donc étape par étape, qu'il va falloir mettre en place. Ensuite, donc il y a la création d'un e-commerce professionnel. Donc là, on voit donc comment créer son site e-commerce de A à Z de manière professionnelle avec des thèmes gratuits, des thèmes payants, des thèmes optimisés du coup pour les thèmes payants. On voit aussi donc le copywriting, on voit du SEO. Ensuite, on voit l'email marketing et le SMS marketing. On voit la publicité Facebook, Instagram, la publicité Snapchat, la publicité Google, TikTok et la publicité en native ads. Donc ça, TikTok, native ads, etc. C'est des pubs c'est des modules qui viendront petit à petit. Mais voilà, en fait, on voit tout de A à Z, comment trouver un produit, toute la réflexion marketing, comment créer sa boutique une fois qu'on a le produit. Donc moi ce que je conseille c'est de créer des sites de niche ou des sites de marché. Un site de marché c'est par exemple on va avoir un gros décathlon en ligne donc sur le sport, le marché du sport en général et on va tester plein de produits à l'intérieur de cette boutique. Voilà, donc ça c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir un beau branding, une bonne image de marque tout en restant dans une seule thématique. Donc ça c'est super pour la conversion. Et après donc ce que je disais, voilà, on voit toute la recherche, etc. Et après derrière on va voir donc les différents vecteurs de trafic pour vendre ces produits. Et à l'intérieur de la formation, il y a aussi donc un suivi collectif avec un espace pour la communauté, donc des accompagnements, etc. Et ce n'est pas un groupe. Ça aussi, c'est une chose que moi j'aime pas en fait dans les formations, c'est d'avoir un groupe sur Facebook. Pourquoi? Parce que déjà, dès qu'il y a des sujets intéressants, des choses intéressantes, après, au bout de quelques semaines, quelques mois, ça devient un peu n'importe quoi, tu vois. Donc ça, j'aimais pas trop le suivi par rapport au groupe Facebook. Nous, ce qu'il y a ici, c'est qu'on a tout à l'intérieur de la formation. Tout est dans le même espace, quoi. Donc ça, c'est sur très Slack, intéressant. c'est sur quoi? C'est donc sur l'outil Schoolmaker, on utilise. Schoolmaker, d'accord. Okay. Voilà, c'est un nouvel outil. Ouais, donc c'est un genre
c'est un genre d'archivage. Ah bah coucou à lui. C'est un type d'archivage et donc tu peux avoir tous les éléments, tu reviens dessus assez facilement pour retrouver. Ouais, c'est génial, c'est vraiment super. Ouais. Il y a des réponses, donc on peut faire les personnes ont des questions et nous on va répondre donc une fois par semaine en vidéo aux réponses, etc. Enfin, c'est vraiment vraiment super quoi. Ok, bon bah je pense que là on a eu un bon tour de ce que tu as, donc je mettrai le lien dans le résumé pour ceux qui veulent aller prendre la formation. Donc là on est un peu en avance par rapport à la formation, donc on est en février, mais je pense qu'elle va sortir, tu m'as dit au mois de mars, c'est ça? C'est ça, exact, oui. Bon, voilà, je pense qu'on va le sortir en même temps. Merci pour toutes ces bonnes infos, je vais te poser les 5 questions que je pose à tous mes entrepreneurs. Avec plaisir. Donc, quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Est-ce qu'il y a un business de rêve donc, où tu n'as pas encore créé? À part le e-commerce que je n'ai pas encore créé, ça serait l'infoprenariat autour du e-commerce. Je sais pas si ça compte. Ça compte, on va dire ce que tu es en train de le faire, mais bon, tu vas développer. Ouais, alors sinon, je t'en donne un autre, ça serait une agence marketing. Ouais. Ou sinon de l'import-export, de gros des conteneurs, tout ça me plairait. Ouais. Ça, je le ferai, je pense, un jour. Bah, si t'as pas écouté, je te conseille un épisode que j'ai eu aussi sur l'import-export et qui était pas mal. Et en plus, actuellement, je crois qu'il vient de sortir une formation sur comment créer sa marque de t-shirt. Et il est parti en Turquie, bon, toutes les vidéos, pareil. Ah, Fabien Dessin. Voilà, tout à fait. Ouais, bah, il interviendra dans ma formation. Ah ben comme quoi tu vois, le monde il est petit, tout le monde se croise. Ouais, donc je mettrai les liens vers l'épisode qui était vraiment pas mal, Fabien. J'irai le voir. Donc quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Ma meilleure expérience, c'est le fait, déjà le fait d'être, meilleure expérience. C'est-à-dire ce que ça m'a apporté ou le fait d'être libre. Si tu te poses, tu te dis voilà, j'ai fait plein de trucs, mais ça c'est vraiment le truc que j'ai le plus kiffé quoi. D'accord. Moi, ce qui me plaît énormément, c'est de créer des marques, donc de A à Z, partir de zéro et de créer ses propres marques, quoi. C'est vraiment super. C'est ça que j'adore. Et après, le e-commerce pour la liberté que ça peut apporter, quoi. D'où le nom de la formation, quoi, e-com liberté. D'accord. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Le meilleur levier pour devenir entrepreneur. Le meilleur levier, déjà pour devenir entrepreneur, c'est déjà de commencer à se former. Ouais. Déjà, c'est la première chose. Et se former sur quelque chose, un domaine qui nous plaît. Et puis y aller à fond, quoi. Mais se former, ça c'est le plus important, quoi. Il faut vraiment se former. Bon, moi, ça me paraissait logique que tu dises ça, mais je rajouterai un truc parce qu'il y a un truc qui est assez intéressant, mais on n'a pas pu le dire et on en a parlé en off, c'est que toi, tu t'es vite collé aux bonnes personnes et que tu as un réseau, tu es autour, en fin de compte, de plein d'entrepreneurs, mais tu l'as fait, alors je sais pas si c'était calculé ou pas, tu as réussi, donc Sébastien Cerise t'a amené vers lui, ensuite vers Laurent Chéneau, en off, on a parlé de Théophile Hélier, là, on a parlé de Fabien Dessay, donc voilà. Moi, je le fais par le podcast, parce que j'ai pas le choix, il faut qu'il y ait des invités. Toi, tu l'as fait d'une façon différente, mais tu as compris qu'il faut, j'aime bien écouter John Ludomas de Entrepreneur on Fire qui dit voilà, on est la moyenne des 5 personnes, comme disait Jim Rohn, et donc toi, tu es entouré de la bonne équipe, donc automatiquement, tu peux que réussir. Ouais, après, du coup, Seb m'a beaucoup aidé. Et puis, c'est super important. Le réseau, c'est extrêmement important. Ouais. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Yes. Je dirais déjà Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Par contre, moi, voilà, je suis pas le très bon exemple au niveau, pas de la lecture, mais au niveau de la lecture des livres business, marketing, etc. Mais un roman, sinon un roman, une biographie. Basique. Moi, mes livres, ça n'a rien à voir. Moi, c'est donc déjà là, j'en ai commandé un, le dernier, Chef de guerre. C'est sur les commandos marines, tout ça. Moi, j'adore. En fait, ce que j'adore dans ces livres, c'est vraiment tout l'aspect mindset et mental qu'il faut avoir. Et je pense que c'est super important aussi pour le business. Et puis voilà, tout ce qui est livre aussi dans le sport, la compétition, les combats, tout ça. Moi, ça me plaît beaucoup. Ouais. Vraiment par rapport au mindset et au mental qu'il faut avoir. Tu m'as dit Chef de guerre de qui? C'est qui le Chef de guerre de alors c'est un ancien, c'est Louis Saillant, il me semble. Louis Saillant, chef de guerre de Louis Saillant. Saillant, ok, je mettrai ça pour ceux qui sont motivés à regarder. Donc dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? La compétence que je rêve d'avoir, donc que j'ai pas encore. Voilà. La compétence, ce que j'aimerais, ça serait, c'est pas possible, hein, mais ça serait de maîtriser tous les vecteurs de trafic,
intéressant, parce qu'à partir du moment où on maîtrise un vecteur de trafic, pour moi, tu peux l'adapter au e-commerce, donc sur de la vente de produits physiques, de produits virtuels, sur de l'affiliation, tu peux tout faire. Donc maîtriser tous les vecteurs de trafic. Mais bon, c'est beaucoup trop de travail. Ouais, c'est devenir un super directeur marketing. Il faut le déléguer. Ouais. Il faut le déléguer, ça. Ok. Grand merci, vraiment grand merci. Je pense que là, les gens ont été motivés. Et donc, j'espère que la prochaine fois, j'interviewerai un de tes élèves qui a fait un carton et qui a fait 60 000 euros en quelques mois. Donc voilà. Génial. Ça marche. Avec plaisir. Au revoir. À très bientôt. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-lucis.fr contact@thierry-lucis.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.